Dans l'exercice 22, il va s'agir de faire une ellipse avec ces deux formes à l'intérieur et on va voir comment les dessiner au mieux. Alors ça va me permettre de vous présenter l'outil ellipse. On voit qu'il y a plusieurs façons de dessiner une ellipse, soit juste une partie d'ellipse avec l'arc, soit des ellipses complètes avec celle-ci centre et l'autre axe extrémité. Alors le centre, ça porte bien son nom. Là je vois que mon ellipse, dans sa grande largeur, doit faire 140. Donc à partir du centre, il n'y a plus que 70. Et dans sa grande hauteur, elle fait 100. Donc à partir du centre, il reste 50. Alors l'outil ellipse centre est assez logique, d'accord? Je vais d'abord dire 70, la moitié de la largeur, et 50, la moitié de la hauteur. Jusqu'ici, pas de souci, si je mesure, elle fait bien 140 par 100. On va maintenant aller voir l'autre outil ellipse pour voir que, à mon sens, il est un peu mal fait. Elle s'appelle axe extrémité. Et c'est un peu mal fait dans le sens où là, j'ai une ellipse de 140, je vais taper 140. J'ai une ellipse qui fait 100 en hauteur, si je tape 100, et ben elle est deux fois plus haute que l'autre. Je trouve pas ça très logique dans le sens où le premier coup il nous demande de donner la grande largeur, de pas nous demander la grande hauteur après. Il faut quand même donner à partir du centre, donc ça fait un rayon. Grosso modo, c'est le rayon de l'ellipse. Donc là, c'est plus que 50. Et je retombe sur la même forme qu'ici. Donc là, c'est centre largeur, puis centre hauteur. Et là, c'est grande largeur, puis centre hauteur. À mon sens, ça aurait été plus logique là de faire les rayons, donc centre largeur, puis centre hauteur. Et ensuite, sur le deuxième outil, grande largeur et grande hauteur. Maintenant qu'on sait faire une ellipse, il faudrait que j'aille faire mon dessin. Mais pour ce faire, je vais vous initier au calque parce que ça va être très pratique. Alors, qu'est-ce que les calques? Si vous avez déjà vu Photoshop, c'est quelque chose qui fonctionne aussi avec des calques. Je peux créer, là j'ai calque 1, calque 2. Alors, je vais prendre un truc tout simple. Je vais faire un gros trait rouge sur le calque 2. Je viens ensuite sur le calque 1, faire un gros trait bleu. Et je vois que le calque 1 étant placé sous le calque 2, à l'endroit où les traits se chevauchent, c'est le calque 2 que je vois. C'est le trait rouge qui est par-dessus l'autre. Si je fais un calque 3 que je place au-dessus du 2, et que je fais un trait vert par exemple, le trait vert passe par-dessus le reste. Ça, ce sont les calques dans Photoshop. Dans AutoCAD, j'ai aussi des calques que je vais pouvoir choisir d'afficher ou non. Donc là, je désactive mon calque de cotation, elles n'y sont plus. Je vais désactiver le calque contre. Il ne me reste plus qu'un seul calque d'afficher là, pour ce dessin, qui est le calque de mes tracés. Contrairement à AutoCAD, contrairement à Photoshop, ce n'est pas l'ordre des calques qui va définir ce que je vois à l'écran, mais l'ordre de tracé. C'est-à-dire que là, j'ai le calque construction qui est au-dessus de cotation. Si je me place sur le calque construction, donc ça c'est un trait de cotation, et que je fais quelque chose, un dessin, mon trait passe bien par-dessus le calque de cotation. D'accord? Mon trait blanc n'est pas coupé par le vert là. Et donc, on va voir comment faire des calques et comment plus tard définir l'ordre de tracé. Alors, pour avoir accès au calque, je pourrais cliquer ici sur Propriétés du calque. Normalement, la première fois que vous l'ouvrez, il est un peu en plein milieu comme ça. Et du coup, pour l'accrocher à gauche, je fais clic droit bien sur la barre qui est ici, d'accord? Là, ça sert à rien de faire clic droit pour ça. Bien sur la barre tout à gauche, là. Et je vais lui dire que je veux l'ancrage à gauche. Et donc, il s'est mis à gauche, ici.
Sinon, j'aurais pu retrouver cela dans Outils, Palette, Calque. Donc, je vais ouvrir mes calques ici. Là, j'ai la liste de mes calques et j'ai des petits logos là-haut. Le premier, alors ils sont petits sur AutoCAD, on se casse un peu les yeux, j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Et ça fait un genre de petite explosion, là on voit pas grand chose. J'ai jamais compris pourquoi mettre ce logo là non plus, mais en soit. Ça me permet de faire un nouveau calque. Si je clique ici, j'ai bien calque 1 qui vient de se créer. Le deuxième me permet de créer un calque gelé. Je vous explique juste après à quoi ça sert un calque gelé. Celui-ci me permet de supprimer un calque. Par exemple, je prends calque 1 et je le supprime. Alors attention, il ne peut supprimer le calque que s'il n'y a rien dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré mon calque constre, par exemple, et le calque cotation, je crois. Si je mets sur cotation et que je veux le supprimer, il va le refuser parce qu'il y a des objets dessus. Et ça, c'est pour rendre le calque courant. Ça veut dire que c'est sur ce calque-là que je vais dessiner quand je l'active. On voit que ça déplace une encoche verte. Alors je pourrais arriver au même résultat en double-cliquant ici. On le voit là, le petit menu déroulant qui est là-haut, il change également quand je double-clique là. Donc c'est relié. Le calque courant, je peux l'avoir en venant choisir mon calque dans ma liste. Ou dernière option, je peux changer le calque directement dans les propriétés quand j'ai rien de sélectionné. Je choisis dans Général, dans quel calque je vais dessiner. Et pareil, on va voir que ça change en haut. Voilà, ça m'a tout changé ici. Je reviens à mon gestionnaire de propriétés des calques. Je peux renommer mes calques. Donc il me propose dès que j'en crée un. Sinon je peux faire renommer calque. C'est la touche F2. Et là, j'ai un ensemble de petites fonctions et je vais les détailler. Actif, ça permet d'activer ou de désactiver un calque. C'est représenté par une petite lumière et on dit qu'on allume ou qu'on éteint un calque. Par exemple, ici, j'ai plusieurs calques. Je vais éteindre le calque construction, le calque cotation et je vois mieux mon dessin. On voit les petites ampoules ici, elles sont éteintes. Je peux les rallumer, c'est-à-dire les réactiver. Je peux le faire par ici, je peux le faire par là. Ensuite, on voit des petits soleils. C'est gelé. On dit gelé parce que quand je clique sur le petit soleil, alors c'est mon calque courant, je peux pas, mais si je fais ça sur le cotation, il a disparu ici. On pourrait croire que c'est la même chose que l'ampoule. Pas tout à fait. AutoCAD aime bien économiser la mémoire parce qu'il sait que vous risquez de travailler sur des projets très importants. Moi, ça m'arrivait de travailler pour Toulon, Provence, Méditerranée, par exemple. C'est une communauté d'agglomération aux alentours de Toulon qui réunit toutes les villes aux alentours de Toulon qui font partie de l'agglomération. Et du coup, il y avait des élus qui devaient venir dedans, des employés de mairie, des choses comme ça. C'était un gros immeuble sur 5 étages et plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et donc, quand on a des gros plans comme ça peut être utile de geler des calques. Geler des calques, grosso modo, à l'écran, ça fait exactement comme si on faisait la petite ampoule, ça éteint le calque. Ça fait aussi comme si on faisait le petit cadenas dont je vous parle après. Mais en fait, surtout, ça ne prend plus du tout en considération le calque. Quand j'éteins un calque avec l'ampoule, ou quand je mets le cadenas dont je vous parle après, AutoCAD continue à prendre en compte ce qu'il y a dessus. On va pouvoir s'appuyer dessus pour dessiner quand c'est cadenassé, et il va toujours calculer tous les tracés qu'il y a dessus. Quand je gèle un calque, c'est comme si ce calque, le temps qu'il est gelé, n'existait pas dans mon dessin, et du coup il ne prend aucune mémoire à AutoCAD. Donc si j'ai un ordi qui rame un peu, plutôt que d'éteindre des calques avec l'ampoule, je peux les geler. Il y a le cadenas aussi, qu'on retrouve là. Verrouiller un calque.
Par exemple, si je le fais sur mon calque rouge, là, calque tracé, c'est assez grisé. Je le vois toujours à l'écran. Mais par exemple, si je veux sélectionner ça et le déplacer, ben, ça ne va plus fonctionner. Ça sort de ma sélection. Et quand je passe le curseur dessus, je vois bien qu'il y a un cadenas. Mon calque est cadenassé. Je ne peux plus rien modifier dessus. Par contre, je peux créer des choses. Si je suis sur un calque cadenassé, je peux quand même venir dessiner. Et de la même façon, je vous préviens car ça vous arrivera, ça n'est jamais arrivé que ça n'arrive pas à quelqu'un, d'accord? Si là, j'éteins mon calque tracé, il va mettre un message d'erreur en me disant « C'est ton calque courant, veux-tu quand même le désactiver ?» Si je suis pressé de montrer un dessin à quelqu'un, eh ben, je vais dire bah, « C'est pas grave, je désactive mon calque courant. » Il suffit qu'on discute un peu, ou qu'on prenne une pause entre temps. Donc là, j'ai désactivé mon calque tracé, je reviens travailler, je veux refaire des trucs. Bah mince. Mon tracé ne s'affiche pas. Alors je vais chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais me rappeler que j'ai éteint mon calque tracé. Et j'ai pourtant dessiné dessus. Je peux donc dessiner sur un calque éteint et je vous préviens, ça vous arrivera un jour ou l'autre. Bon, c'est pas grave, je fais CTRL Z ou j'attrape tout et je supprime. Donc gel, ça fait grosso modo à la fois cadenas plus lumière, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir modifier mon dessin et en plus il est éteint, mais en plus ça le sort complètement de la mémoire d'AutoCAD tant qu'il est gelé. Je retourne dans le gestionnaire des propriétés des calques. Tracé. Donc de base, quand on ouvre AutoCAD, il y a le calque 0. Et je vous préviens, il est interdit de dessiner sur le calque 0. Sur les exercices précédents, on n'avait pas encore vu les calques, donc on a dessiné sur le calque 0, c'est pas grave. Mais dorénavant, ce sera interdit de dessiner sur le calque 0. Et puis dans quelques exercices, je vous autoriserai de nouveau, parfois, à dessiner sur le calque 0. Mais partez du principe que normalement c'est interdit de dessiner dessus. Et donc il nous met aussi un calque ici qui s'appelle DevPoint. DevPoint, normalement il n'apparaît pas de suite sur AutoCAD. Par contre, dès que je vais commencer à mettre des cotes dans un dessin, il va me créer le calque DevPoint. Cependant, je ne suis pas du tout obligé de mettre mes cotes sur DevPoint. Le calque DevPoint, il a une particularité, c'est que là, vous voyez, il y a plein de petites imprimantes et DevPoint est grisé. Ça veut dire qu'il ne s'imprimera jamais. Pour les autres, j'ai le choix de mettre un petit panneau là devant interdiction ou non sur mes calques. Par exemple, mon calque const, qui est mon calque de construction, je peux lui mettre le petit panonceau là, et si je vais imprimer un dessin, autant dans mes présentations, je vais quand même voir mes traits de construction. Donc typiquement là, je vois mes tracés en vert, ceux-là. Si j'imprime, donc j'ai fait un tuto sur comment imprimer, donc c'est pas le propos ici, on va pas passer du temps dessus. Si j'imprime, ce sera très bien ça. Je vois bien que mes hachures, bon elles sont vertes aussi pour le coup, elles sont là, mes tracés sont là, mais je n'ai pas du tout les traits de construction que je vois ici, ces cercles là, d'accord? Donc, hop, je reviens ici. Donc je peux choisir ou non d'imprimer des calques. Je crois vous l'avoir dit dans les autres exercices, on dessine toujours normalement en couleur du calque ici. On ne va pas venir chercher les couleurs là. Par contre, je peux donner des couleurs à mes calques. Alors, l'avantage de faire ça, il est multiple. Si je travaille avec plusieurs intervenants sur un projet, je suis maître d'œuvre par exemple, j'envoie les documents de base à d'autres, je vais ensuite les compiler en un seul document. Je vais pouvoir dire à mes sous-traitants que chacun doit dessiner sur tel ou tel calque et dans telle couleur de calque.
Ce qui fait que si je vois une erreur sur mon plan, ou si pour plus de lisibilité je veux éteindre un calque, il suffit que je vois la couleur qui me dérange à l'écran, ou la couleur où il y a une erreur, et je sais sur quel calque ça a été fait. Autre avantage, c'est, imaginons là, mon calque de construction est vert, je veux commencer à construire quelque chose, je prends un outil, dès que je trace, je vois que c'est pas la bonne couleur, je sais que je ne suis pas sur le bon calque. Alors si jamais j'ai fait ça, je peux toujours changer un tracé de calque. Je sélectionne, et je peux lui dire ici, finalement, tu es sur le calque construction. Il va changer de couleur. Il va changer de calque aussi. Je pourrais aussi prendre comme ça, aller dans ses propriétés, et lui définir le calque sur lequel il doit être. Je retourne dans mon gestionnaire de propriété des calques. Je peux définir un type de ligne. Là pour le moment c'est continuous, ce qui fait que tous mes traits sont en ligne continue. Je pourrais changer ça, mais je vous en reparlerai quand dans un exercice on mettra des pointillés, des choses comme ça. On verra qu'on peut l'intégrer directement dans le calque lui-même. L'épaisseur de ligne, pareil. Je peux changer l'épaisseur de ligne par défaut. Alors par défaut dans AutoCAD, quand je mets une épaisseur de ligne, par exemple si je prends ça et que je change son épaisseur de ligne, ça n'apparaît pas à l'écran. Par contre, ça fonctionnera à l'impression. Si je veux que ça apparaisse à l'écran, c'est celui-là, pardon, on va voir que cette épaisseur de ligne, c'est pas une valeur absolue. D'accord? Ça fait pas 1,6 mm. Si je considère que je trace en millimètres, ça va pas faire une unité de dessin d'épaisseur, d'accord? Si je zoome, c'est toujours censé faire 1,6 mm. Que j'imprime mon plan à échelle 1 ou à échelle 1 millième, sur le papier, ça fera toujours 1,6 mm. Donc je vais essayer en du calque. Et donc je pourrais dire carrément que tout ce que je trace sur un calque a par défaut cette épaisseur-là. Je pourrais régler de la transparence, c'est-à-dire que si j'ai un tracé jaune, un tracé rouge qui se passe l'un par-dessus l'autre, ça donnera du orange. Je peux le geler dans les nouvelles fenêtres, donc c'est la même chose que si je crée un calque en faisant ça. Donc ça va geler, c'est un calque qui sera gelé. Dès que je vais faire des nouvelles fenêtres de présentation, mon calque sera par défaut gelé. Et ici, des descriptions. Par exemple, si j'ai un calque pour les eaux usées, je peux mettre ici calque des eaux usées. Alors quand c'est moi qui fais mon propre dessin, normalement je connais ma nomenclature et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si j'ai beaucoup d'intervenants sur un projet, je pourrais mettre des descriptions pour que chacun sache sur quel calque il doit tracer. Bon, voilà pour les calques. Concrètement, moi je voulais, dans mon dessin là, je vais aller créer un nouveau calque que je vais appeler construction. Et on va le mettre, elle est jaune. Et je vais faire un autre nouveau calque que je vais appeler tracé, que je vais faire rouge. Mon but désormais, c'est de commencer à dessiner sur le calque construction. Et dès que j'ai une forme bien faite, bien finie, propre, alors ce que j'entends par propre, c'est que elle a l'air juste, mais que surtout elle est en un minimum d'ensemble possible. Par exemple, si j'ai un rectangle, je veux que mon rectangle soit une polyligne. Je ne veux pas 4 lignes et des brouettes. Donc, dès que j'ai une forme juste et propre, je la passe sur mon calque tracé. Du coup, plus tard, je pourrai éteindre mon calque construction et voir mon dessin propre et juste. Par contre, je peux garder des traits de construction volontairement, parce que si je sais que c'est un endroit de mon dessin où je risque d'être amené à travailler plus tard de nouveau, je pourrais toujours m'appuyer sur mes traits de construction. Donc je vais me mettre sur le calque construction et je vais faire ma première ellipse. Donc je suis en rayon, c'est-à-dire je vais mettre 70 entrées 50. Et à vrai dire, je vois très vite que sur mon dessin, cette ellipse, il n'y aura pas de modification dessus.
Donc je pourrais déjà aller la mettre sur l'autre calque. Je vais le faire juste après. Je vais d'abord dessiner là la demi-lune qu'il y a sur le côté. Je vais tracer un trait vertical. Et là, je vois que par rapport au centre, puisque le point tout à gauche de ma croix, le sommet tout à gauche de ma croix, c'est le centre de mon ellipse, visiblement, eh bien je vais décaler ça de 15,5 vers la gauche, et il faut une ellipse 15,5 plus petite aussi. Alors j'ai des élèves qui me calculent 140 moins 15,5 de chaque côté, donc 70 moins 15,5, pareil en hauteur, alors qu'en fait j'ai l'outil décalé qui fait ça très bien, et je vais dire 15,5. Alors je pourrais tenter ici de faire un ajusté. Lui dire ça je le conserve pas, ça je le conserve pas, et tout ça là je le conserve pas non plus. Et de joindre ça. Alors miracle, il m'a fait le joindre, ça ne marche pas sur toutes les versions. Par contre on voit qu'il considère que ceci est un spline, ce n'est pas une polyligne. Et on voit que quand je veux déplacer mes points, ça ne fait pas du tout le même effet qu'une polyligne. Je vais revenir en arrière. Et au lieu de faire un ajusté, je vais aller faire un contour. Alors, à vrai dire, je peux déjà me mettre pareil sur le calque de tracé. Ça va, parce qu'une fois que ce sera fait, mon contour, ça ne changera plus. Je vais mettre ceci sur le calque de tracé aussi. Et donc là, je suis bien sur tracé, donc quand je vais faire mon contour, ça va faire du rouge. Je prends mon contour, et dans l'outil contour, il me propose de faire une polyligne ou une région. Je vais vous expliquer juste après quelle est la différence. Si je prends un contour, et que je vais faire le contour à l'intérieur de cette forme, je valide dans entrée. Je valide dans entrée et il me met un message d'erreur. Il me dit impossible de dériver le contour, est-ce que je crée une région à la place? Je vais mettre oui. Pour cet exercice-là, pour vous, ça ne fait strictement aucune différence que ce soit un contour ou une région. Alors, qu'est-ce qu'une région? Ça ressemble exactement à un contour, mais je vais vous faire l'exemple avec ces formes-là. Je vais faire un contour avec une polyligne dans un premier temps. Et ensuite, je vais faire un contour et lui dire que je veux une région dans un second temps. Là, si je prends mon contour, je peux éditer chacun des points de segment, d'accord? Si je prends ma région, non. C'est une forme finie, on ne peut plus la toucher. Alors en fait, pas exactement. Si j'ai deux régions, par exemple, je vais faire ça, je peux les additionner ou les soustraire. Je pourrais ouvrir l'espace de travail 3D pour faire ça, mais sinon c'est dans modification, édition de solide, et je vais faire union. Voilà, je peux additionner des régions ou en soustraire. Si je prends ma région qui est là, je fais ça, je vais retourner dans modification, édition de solide, soustraction. Voilà, ça fonctionne. C'est une autre façon de travailler, ça n'a rien à voir. Mais donc pour vous là, ça va faire aucune différence. Que c'est fait une région ou un contour, de toute façon la forme elle est juste et vous n'allez plus la toucher. Alors pourquoi il ne peut pas faire de contour là-dedans avec une polyligne? Tout simplement une polyligne, c'est soit une ligne, soit un arc de cercle. Une ellipse ne contient aucun arc de cercle, dans le sens où, je peux zoomer à l'infini, chaque fois que j'avance le long de mon ellipse, je n'ai pas le même centre et le même rayon de courbure.
Donc c'est beaucoup trop compliqué pour AutoCAD de dessiner ça avec des polylignes, parce que ça demanderait de créer quasiment une infinité de polylignes pour faire ce dessin. Ça prendrait beaucoup trop mémoire. Et du coup, pas de polyligne, donc pas de contour. À la place, il me fait une région, mais c'est une forme que je ne peux pas éditer comme j'édite un contour d'habitude. Donc maintenant que j'ai fait ça, il me reste la croix à faire. Donc je vais afficher plus que la croix là-haut pour qu'on voit mieux ce que je fais. Et la croix, qu'est-ce que je sais sur elle? À vrai dire, sur le coup, je sais pas grand-chose. Il n'y a même pas indiqué sa largeur. En soi, j'ai pas besoin de la connaître, dans le sens où je la vois à l'écran. Si j'ai pas mis la mesure à droite, c'est parce que c'est la même qu'à gauche. Donc je vais garder ça pour m'appuyer dessus. Si je n'ai pas mis sa largeur, donc c'est que je la connais visuellement. Donc la largeur de ma croix, c'est une distance qui va de là à là, tout simplement. Si c'est ma largeur, c'est également ma hauteur. Alors je vais faire une rotation, copie, c'est entrée 90. Ben, je sais que c'est ma hauteur, tout simplement parce que ma croix, c'est à peu près sûr, là, au vu du dessin, qu'elle est symétrique. Je sais que là, à gauche, mon sommet fait 150. Enfin, je dis à gauche parce que c'est là où, sur le dessin, on le voit. Mais tous les sommets font 150 d'angle. Alors je vais prendre lui, et je vais faire, c'est entrée 75. J'ai besoin que de la moitié. Et là, je pourrais faire C entrée moins 75. Je pourrais faire aussi l'outil miroir. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne changeait pas la couleur, qu'on mettait couleur du calque. Là, pour que ce soit mieux visuellement pour vous, et qu'on se repère mieux dans le dessin, je vais mettre à l'édition sur cette croix-là. Je sais quoi de mon dessin? Si je regarde bien, je sais que j'ai une mesure où il y a marqué 10. 10 en hauteur comme ça. Alors attention, cela ne signifie pas que cela fait 10. Ça signifie quoi? Ça signifie, ce que j'ai sur le plan là, que cette mesure fait 10. Alors qu'en fait, mon trait, là, il fait 10,35. Si la cote est linéaire, verticale ou horizontale, c'est que c'est la distance de manière orthogonale. Si ma cote est inclinée, une cote alignée, qui suit bien mon tracé, c'est la vraie mesure. Donc là, je sais que si je faisais un trait à 10, là, à 10 de cet axe, il couperait celui-ci à l'extrémité de ma croix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décalage à 10 vers le haut, à 10 vers le bas. Alors je vais les repasser en jaune, eux. Donc en couleur du calque, pour que ma croix reste bien discernable. Je sais aussi que si je regarde les sommets de mes croix par rapport aux sommets des cercles qui sont tronqués là, il y a 5. C'est toujours la même histoire, c'est une distance en mode orthogonal. Alors si je regarde mes cercles, à chaque fois, il y a les 3/4 de cercle, donc 270 degrés. Il me manque à chaque fois que 90 degrés des cercles. Je vois bien que de ce côté-ci, ce sera l'extrémité gauche de mon cercle, et là l'extrémité haut du cercle. Et donc, c'est à 5 de manière orthogonale de ce point-là, là. Et donc de cet axe-là. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire un décalage de 5. Alors, je pourrais aller décaler mon centre, mais comme j'ai décalé ça à 10, si je décale ça à 5, ça va faire exactement la même chose. La différence, c'est que le trait sera jaune au lieu d'être bleu turquoise. Et comme je gardais ma croix bien discernable, je vais plutôt décaler ça. Alors,
Je vais aussi décaler en largeur. Juste ces deux-là, pas la peine que je fasse ceux de droite pour le moment. Enfin, pas la peine que je fasse ceux de droite tout court. Et là, ça commence à se dessiner. Je vois que les points là, de mes cercles tronqués, ils sont à 10 du centre de la croix. C'est-à-dire que si je prends un cercle, à partir du centre de la croix, je tape 10, et c'est là qu'il y aura les extrémités de mes cercles tronqués, mais aussi les extrémités inférieures de la branche de ma croix. Et voilà, j'ai fait le plus dur. Je vais aller prendre une polyligne maintenant. Et donc là, si je résume, la base de la branche va partir de l'intersection du trait de 5 avec le cercle de 10 par rapport au centre. Ensuite, là, le point qu'on voit en haut sur ma branche va être à l'intersection du trait à 150 et du décalage de 10 par rapport à l'axe de ma croix. D'accord, la grande largeur. La grande largeur, ça me donne le sommet de ma croix, là, le point tout à gauche. Et après, bien, c'est la même chose. Je continue en symétrie. Et donc j'ai dit que ça, cette intersection, c'était le bas de ma croix, donc l'extrémité droite. Je vais aller rejoindre ça, le sommet de ma croix. Pareil de l'autre côté. Et là, j'ai bien la branche de ma croix. Je voudrais dessiner le petit cercle qui va là, entre les deux branches de croix. Ce petit cercle, je l'ai dit, il lui manque 90 degrés. Mais ça veut dire que le point qui est là, c'est le point le plus à gauche du cercle. Le point qui va être par là-haut, ce sera le point le plus en haut du cercle. Mais je ne connais pas sa mesure à lui. J'ai pas besoin de la connaître. C'est comme quand j'ai dessiné ce trait, je ne connais pas sa mesure exacte, mais je l'ai à l'écran. Donc j'ai qu'à m'appuyer sur les accroches objets et ce sera juste obligatoirement. Je vais prendre un petit cercle. Donc ça, ce sont mes deux décalages à 5 en vertical, à 5 en horizontal. Et je sais que ce point est le centre de mon cercle, puisque l'extrémité gauche doit arriver là, l'extrémité du haut doit arriver ici. Voilà, j'ai fait ça, je vais les prendre, et je vais faire une première rotation à 90, je les reprends, maintenant à 180, et j'ai ma croix qui est dessinée. Alors je pourrais aller faire du ménage là-dedans, pour ne garder que ma croix avec des ajustés, et en supprimant mes traits de construction. Le but de l'exercice là, en l'occurrence, si je dois être amené à travailler sur la croix, je vais avoir besoin de conserver mes traits de construction. Alors ce que je vais faire, donc là je sélectionne ma croix et je vais faire un copier et la copier plus loin d'une valeur dont je suis sûr. Je me mets en orthogonale et par exemple je vais vers le bas, strictement à la verticale, et je déplace de 100, comme ça je ne suis pas en plein milieu de mon dessin. Je vais pouvoir faire mon contour facilement à l'intérieur. Je peux déjà me mettre sur le calque de tracé puisque le contour va être juste et sera la forme finale. Je fais mon contour à l'intérieur. Donc là, ça peut faire une polyligne puisque ce ne sont que des arcs de cercle et des segments. A noter que si j'ai mal fermé, si j'ai mal dessiné, ça risque de ne pas vouloir faire le contour. Si le contour refuse de s'exécuter, c'est que c'est ma faute, hein. C'est que j'ai mal dessiné. Comme on dit dans tout ce qui est informatique, 99% des bugs ont lieu entre le clavier et la chaise. Donc là, je peux remonter ça de 100. Et on a bien vu que mon trait rouge était passé par-dessus le jaune parce que c'est le dernier que j'ai dessiné. Je remonte ça de 100. Et super, ça m'a fait le petit bug, ce qui va me permettre de vous montrer un outil. Je vais remonter de 100. Pourtant, je vois le trait jaune. Mais quand je passe la souris dessus, c'est le trait rouge qui se met en avant et je peux le sélectionner. Afin qu'il reste en avant et que je le vois bien, il existe un outil qui est ici dans modification, tout en bas, là, tout en bas à droite. Et je vais pouvoir placer un objet au premier plan, en arrière-plan, au-dessus d'un objet, en dessous d'un objet. Je vais lui dire que je veux le placer en premier plan. Ça y est, il a redessiné la forme
et en fait il passe au premier plan. Si jamais ça ne fonctionne pas, dans affichage ici, je peux redessiner ou régénérer mon dessin. AutoCAD va recalculer les tracés et les refaire proprement. Ça peut arriver de devoir régénérer un dessin, notamment quand on a des gros boulots avec énormément de calques, énormément d'objets sur les calques. Je prends l'exemple, nous quand on faisait un réseau routier de plusieurs centaines de mètres, entre les écoulements des eaux, les passages de gaines électriques, le mobilier urbain, le réseau routier à proprement parler, les blocs de voitures pour qu'on se rende compte des échelles, les espaces verts. On avait énormément d'objets sur un dessin, plusieurs milliers d'objets par dessin. Et du coup, pour économiser la mémoire, AutoCAD, quand il fait un cercle, c'est un centre et 4 points, d'accord? Après, il rajoute une multitude de points de manière équidistante au centre, mais pour lui, c'est 4 poignées et un centre. Ce qui fait que quand il a du mal à calculer, parce qu'il y a trop de choses par rapport aux capacités d'un ordinateur, à un moment, il nous fait ça. À la place de nos cercles, on va retrouver des traits droits, des segments qui vont sur les poignées du cercle. Il fait ça pour économiser la mémoire et pas avoir à dessiner la multitude de points qui entre chaque poignée. Si je veux revoir mon dessin proprement, je peux faire régénérer tout et ça va refaire mon cercle. Donc là, j'ai fini mon dessin. Et si j'éteins mon calque de construction, il ne me reste plus que mon dessin juste et propre en 1, 2 et 3 formes. Donc dorénavant, votre boulot quand vous allez bosser sur AutoCAD, c'est de faire ce genre de travail. Arriver à un dessin juste et le plus propre possible sur un calque. On peut avoir des traits de construction sur le calque de construction. Ça peut être un foutoir pas possible. Ça, c'est mon problème. Ce calque, je vais l'éteindre, donc c'est pas grave. Mais sur les calques que je veux montrer aux gens, j'ai un dessin propre et juste. L'avantage que ce soit 3 formes au lieu d'avoir... Alors si j'éclate tout ça, là... Si j'éclate tout ça, et que je supprime, il a trouvé 27 formes. Donc là, si c'était que des lignes et des arcs de cercle, j'aurais 27 objets. À la place, quand je fais joindre, je n'ai plus que 3 objets pour faire tout mon dessin, et pour AutoCAD, c'est plus facile à calculer. Ça demande donc moins de mémoire. Alors je sais que l'exercice n'était pas évident. Vous n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour vous accompagner pour réussir l'exercice. L'important, c'est surtout de comprendre qu'on peut se servir des calques pour mieux dessiner. La région, on l'a vu, mais en soi, c'est pas grave si vous oubliez ce que c'est. Vous savez que ça existe, vous retrouverez toujours ce que c'est. C'est comme un contour. Dans ce dessin-là, que vous ayez fait un contour ou une région, pour vous, ça ne change strictement rien. Mais je veux pas, si je fais l'exercice, c'est que je veux pas qu'un jour vous fassiez une région, un endroit où vous avez fait une ellipse, et que vous ayez peur en voyant le message d'erreur. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et ensuite, eh bien, il faut bien lire un plan et faire la différence entre une cote alignée et une cote linéaire. Donc une cote linéaire, c'est la distance de manière orthogonale en verticale ou en horizontale. Et on le verra dans d'autres exercices. La cote alignée, elle, c'est la distance exacte d'un segment qui est oblique sur un dessin. J'espère que vous avez tout compris. Encore une fois, je sais que l'exercice était un peu dur, mais l'important c'est d'avoir compris les concepts. Je vous retrouve très vite pour un prochain exercice. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.